Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo les erreurs à ne pas faire aux États-Unis, ou plutôt les erreurs que j'ai faites et que je ne referais pas si je pouvais rembobiner ma vie et revenir un petit peu en arrière au moment en fait où on est arrivé aux États-Unis, les erreurs qu'on a faites et qu'on pourrait en fait éviter. Et ces erreurs en fait ont un impact clairement sur les finances puisque c'est de l'argent qu'on aurait pu économiser si on n'avait pas fait ces erreurs. D'ailleurs, parlant de tout ça, avant de passer au vif du sujet, si ça vous intéresse en fait des vidéos comme ça sur les États-Unis, comme aujourd'hui les erreurs, mais aussi au contraire les bonnes astuces, conseils, argent, on parle de tout ici, et ben n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous, ça me ferait super plaisir. Bref, pour parler donc des erreurs aux États-Unis, la première, ça concerne en fait tout simplement l'achat des médicaments dans la mauvaise pharmacie. Alors aux États-Unis, quand tu vas chez le médecin et que tu as une ordonnance, ensuite tu dois aller dans une pharmacie qui est généralement dans un supermarché, donc tu as le gros supermarché et il y a un coin pharmacie avec de vrais pharmaciens diplômés, etc. C'est juste qu'il n'y a pas les petites pharmacies comme en France. Et en fait, il y a une grosse différence de prix quand tu es en tout cas un assuré américain qui vit aux États-Unis comme moi-même. Quand tu as l'ordonnance, beaucoup en fait de médicaments sont gratuits chez Publix, ce qui n'est pas le cas chez par exemple CVS, chez qui on allait tout le temps. Parce que quand on pense pharmacie, la première chose qui nous vient à l'esprit c'est CVS et on pensait pas en fait qu'il y avait des différences de prix comme ça, qu'on pouvait avoir certains médicaments gratuits si on allait dans telle ou telle pharmacie. Donc pendant longtemps en fait on a fait cette erreur là qu'on ne fait plus désormais. Si vous vivez aux États-Unis ou si vous venez vivre aux États-Unis, que vous avez des médicaments sur ordonnance, allez chez Publix en priorité puisqu'ils ont je crois une trentaine de médicaments, d'antibiotiques etc. super courants qui sont gratuits quand ils sont sous ordonnance. Deuxième chose, et ça c'est une grosse erreur que j'ai faite qui nous a coûté en fait beaucoup de par le fait que notre argent est arrivé trop tard et donc en attendant on a dû prendre des chambres d'hôtel etc. Mais c'était de transférer notre argent en euros, en dollars en passant par notre banque française et donc c'est arrivé dans notre banque américaine mais je crois quasiment 7 jours plus tard alors qu'on avait besoin de cet argent maintenant puisqu'on avait trouvé notre appartement à ce moment-là. Si d'ailleurs tout ce processus de chercher un appartement etc. le déménagement en fait aux États-Unis vous intéresse, je vais vous mettre un lien d'une vidéo juste là, super en détail sur le sujet. Et en fait, ce qui s'est passé donc, c'est que la banque française prend des frais. Alors, je crois que ça s'élevait à peu près à 40-45 euros. Et quand ça arrive sur la banque américaine, t'as encore une fois des frais à 30 ou 40 dollars aussi. Alors que si on avait utilisé PayPal, ça aurait été, en plus d'être instantané, et ben ça aurait été sans frais. En fait, tu subis le taux de change, bien évidemment, mais pas des frais bancaires comme ça exubérants. C'est vraiment ce qu'on aurait dû faire. C'est pas ce qu'on a fait et ça nous a fait perdre beaucoup, on a vraiment retenu la leçon. Numéro 3, ça va concerner encore une fois la santé. La santé c'est très cher aux États-Unis, vous le savez, alors en fait il y a plusieurs tips à savoir et il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Donc le conseil là c'est de ne pas aller aux urgences, ce qu'on appelle ici emergencies, donc dans les hôpitaux, mais d'aller aux urgent care à la place. En fait, les urgences ici, notamment du fait que maintenant je travaille dans le domaine de l'assurance santé, j'ai encore plus compris ça, mais ça c'est quelque chose que j'avais compris en fait il y a quelques mois seulement hein, quand même, alors que j'ai vécu là longtemps. Bon, le fait est qu'on va pas souvent à la base chez le médecin et qu'il nous arrive pas souvent quelque chose, on touche du bois. Les urgences ici sont donc pour les cas très très graves. Alors moi je m'y suis retrouvée un jour parce que j'avais fait un malaise dans un Walmart, donc les gens présents sur le lieu ont appelé en fait une ambulance, donc je me suis retrouvée aux urgences. Là tu n'as pas le choix quand c'est comme ça, tu vas pas aux urgences aux États-Unis pense à un petit truc ou quoi que ce soit. En fait faudrait vraiment que ce soit en fait quelque chose de très grave parce qu'on pourrait s'occuper de toi dans un urgent care pour une fracture par exemple. Et il faut savoir que les urgences, même avec une bonne assurance santé, ça coûte très très cher, donc il faut vraiment éviter le passage aux urgences. L'urgent care c'est beaucoup moins cher. En fait si t'arrive un truc le soir quand ton médecin, le cabinet est fermé, bah ne cours pas aux urgences. Quand tu es aux États-Unis, va aux urgent care à la place. Le problème des hôpitaux, c'est que quand il va, les médecins qui te voient, ils te facturent, l'hôpital te facture rien que par le fait que tu es en fait dans l'hôpital. Donc c'est une facture énorme, supplémentaire. Numéro 4, très important, ça concerne la nourriture, ça concerne plus particulièrement les pains au chocolat, une pâtisserie que j'adore en France. Autant ici, tout le monde le sait, j'adore les donuts. En France, les pains au chocolat, c'est je ne vois que par ça. Alors la grosse erreur qu'on a faite, c'est du fait qu'on faisait en fait nos courses chez Walmart très souvent, on a acheté les pains au chocolat
chocolat qui sont vendus en fait au rayon un petit peu boulangerie. C'est un bien grand mot, boulangerie de Walmart où on achetait en fait les pains au chocolat qui avaient plus un aspect en fait brioché qu'un vrai pain au chocolat avec la pâte qui s'émiette de partout quand tu croques dedans quoi. Maintenant, on fait nos courses bien plus souvent chez Trader Joe's, si ce n'est pas tout le temps, et ils ont en fait des pains au chocolat au rayon surgelé. Tu dois les sortir la veille et ils se mettent à gonfler toute la nuit en fait, et le matin tu les mets au four pendant 20 minutes et ils sont excellents. Ils ont vraiment le goût de ce que je me rappelle des pains au chocolat de la boulangerie le matin en France. Et ça c'est le rêve, et je les ai goûtés pour la première fois il y a seulement quelques mois, donc gros regret d'avoir mangé les pains au chocolat Walmart assez souvent au lieu d'avoir goûté ces merveilles de chez Trader Joe's. Numéro 5, ça va concerner dans l'achat d'une voiture aux États-Unis ou le choix d'une voiture en fait. Perdre notre temps dans les dealerships qu'on appelle ça, c'est-à-dire les endroits où tu peux acheter des voitures d'occasion, des garages en fait, qui ne sont pas d'une marque officielle comme Nissan ou Toyota ou je ne sais quoi, mais vraiment un dealership qui propose en fait toutes les marques. Ce qui se passe en fait, c'est que leur système d'imposition qu'on appelle taxes ici, je sais pas exactement comment ça fonctionne, c'est un mystère pour moi, je peux pas vous donner de détails là-dessus, mais en fait quand tu vois une voiture qui te plaît, admettons une voiture d'occasion qui pourrait te convenir, qui est dans un prix que tu estimes à peu près correct, admettons à 7 ou 8 000 $, tu vas t'installer avec le garagiste qui travaille là-dedans, ou je ne sais pas trop comment, le commercial qui travaille là-dedans, et d'un seul coup la facture monte de plusieurs milliers de dollars, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, c'est n'importe quoi. Donc nous on a fait l'erreur de perdre notre temps dans les dealerships comme ça au début en cherchant une voiture, on a fini par aller sur Craigslist et prendre un truc d'occasion super pas cher, qui en fait au final venait d'un dealership quand même qui vendait en dehors de son travail des petits trucs sur le côté quoi, on va dire. Donc il s'est occupé de tous nos papiers parfaitement, mais on n'a pas eu ces taxes énormes pour rien là, je sais pas comment c'est possible. Si quelqu'un d'ailleurs a la réponse à ce problème, mettez-le dans les commentaires, voilà, je serais curieuse de le savoir. Et ensuite quand on a décidé d'acheter une voiture presque neuve, on est pour la mienne, donc je vais vous mettre d'ailleurs le lien de choix d'une voiture et pourquoi ce choix et quelle marque etc. juste ici, parce que je parle de ça très en détail. Et ben on a décidé d'aller chez CarMax parce que ce sont des voitures qui sont quasiment neuves pour la plupart. Si par exemple là on est en 2020, tu peux trouver des modèles de 2017, 2018 sans problème, pour moitié prix par rapport à l'achat si tu l'as acheté neuf. En fait la personne qui l'a acheté et qui la revend au bout de 2 ans est celle qui subit la dépréciation, et CarMax met le prix, le vrai, c'est-à-dire que si c'est 13 500, c'est 13 500. Quand tu vas dire je veux cette voiture, ils vont pas te dire ah non en fait du coup avec les taxes etc ça va faire 17 200. 6. Très grosse erreur là aussi. Quand en fait mon entreprise dans laquelle je travaillais avant, donc le cinéma, m'a proposé le 401k, je ne savais pas ce que c'était, je pensais que c'était mettre son argent sur une sorte d'assurance vie ou je ne sais pas quoi qui peut-être n'est pas forcément utile pour moi. J'avais pas du tout compris le principe, parle très précisément des comptes retraite dans cette vidéo que je vais vous mettre juste ici. J'avais pas compris qu'en fait le 401k c'était vraiment quelque chose de très important. En fait premièrement l'argent de ton salaire que tu dédies à ce compte n'est pas imposé, c'est-à-dire que si tu mets 5% de ton salaire sur ce compte, tu n'es pas imposé, tu seras imposé le jour où tu récupères l'argent à ton âge de retraite. Et surtout, il y a toujours un match de l'employeur, c'est-à-dire que par exemple, ils vont te dire jusqu'à 5% de ton salaire mis tous les mois, l'employeur match. C'est-à-dire que si 5% de ton salaire c'est 300 $, ton employeur va mettre 300 $ également, et généralement on recommande de mettre tout pile le match de l'employeur dans le 401k, comme ça tout ce que tu mets c'est doublé, ça permet de se faire de l'argent facilement, et pour le reste il faut choisir d'autres comptes retraite un peu plus adaptés. J'en parle dans la vidéo en question, allez voir. Mais surtout si vous avez la possibilité de faire un 401k, si vous venez aux États-Unis, que votre employeur vous propose ça dans les bénéfices, il faut à tout prix le faire jusqu'au match de l'employeur. Moi je l'ai pas fait tout de suite parce que je comprenais pas tout à fait ce que c'était, j'ai mis du temps à me renseigner, mes collègues ne savaient pas trop me dire non plus ce que c'était au final plus que ça alors qu'ils sont eux-mêmes américains. Numéro 7, considérez de prendre le câble, la télévision donc aux États-Unis. Quand on est arrivé sur le coup, j'avoue, je voyais que c'était cher, je savais qu'il y avait plein de pubs, encore des arguments contre, mais je voulais voilà, on était habitué à voir la télé en France et j'ai considéré cette idée de prendre la télé. Et en fait, rien que le fait de le considérer, c'est déjà trop. Non, je vous recommande vraiment pas la télé ici aux États-Unis, c'est vraiment très cher. Ils font des offres du type 40 ou 50 $ par mois la première année, et puis après ça repasse à entre 70 et 100 $
le mois. On parle bien du mois là. Donc ce qu'on a choisi et ce que je recommande à vous tous, c'est qu'en fait ici il y a plein de plateformes de streaming disponibles. Vous en choisissez une ou même deux. Ça vous fera peut-être 10 ou 20 $ par mois. Par exemple Netflix, il y a l'embarras du choix de choses à regarder dessus. La télé, en fait, dessus il y a directement des applications. Tu peux voir les news, tu peux avoir accès en fait à certaines choses quand même. Pas la télé, mais c'est plus voilà, des applications comme sur le téléphone. Si tu télécharges CNN, t'as accès à des podcasts, des articles du jour, et puis là en fait t'as tout en vidéo. Pas obligé de payer la télé ici, surtout qu'en fait si tu regardes une série, un épisode de quelque chose, tu vas avoir une pub toutes les 4 minutes quoi. C'est nul. Et quand tu regardes le prix à l'année, c'est horrible. J'ai vraiment failli faire l'erreur, donc je la considère comme erreur. Numéro 8, qui concerne un petit peu en fait notre arrivée ici. On ne connaissait pas exactement l'équivalent des magasins américains pour tel ou tel magasin français. Et ben en fait c'est ça. On savait pas quel équivalent à quoi. Et ce qui s'est passé, c'est quand on a voulu se meubler dans l'appartement, on a demandé un petit peu des conseils là dans notre communauté, mais tout le monde a de jolis meubles ici. Et ce qu'ils nous conseillaient quand ils disaient que c'était pas cher, ben en fait c'était cher. Les meubles aux États-Unis sont chers, attention. Et en fait on s'est embêté, on a perdu du temps à aller dans plusieurs magasins de meubles pour essayer de se meubler, et on a dû trouver nos 2 chaises de bar qui sont dans notre salon. Encore une fois, si vous voulez voir le tour de mon appartement, je vous invite à le voir juste ici. Et après on a enfin réalisé, après avoir perdu notre temps dans plusieurs magasins de meubles, qu'il y avait Ikea aux États-Unis. Je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Pour moi Ikea c'était en Europe et c'est tout, mais en fait il y a Ikea aux États-Unis et je ne sais même plus comment j'ai découvert que finalement c'était ici et qu'il y en avait un justement pas du tout loin de chez nous. Et ben voilà, ça nous a sauvés parce que nous on cherchait surtout à se meubler à la base pour une seule année, on ne savait pas qu'on resterait par la suite, on ne savait pas qu'on en aurait l'opportunité en tout cas, donc on cherchait du meuble basique et pas cher, et à part Ikea on n'a pas trouvé d'autres options pour avoir des choses aussi peu cher. Et j'ai ensuite une 9e chose que je me dois de dire vraiment, c'est qu'en fait au début le credit score, encore une fois je vais vous mettre la vidéo ici et je vais aussi vous mettre en fait la vidéo sur les cartes de crédit aux États-Unis, comme ça si vous voulez comprendre vraiment le processus en détail vous pouvez aller voir et comprendre un petit peu mieux ce que je vais vous dire là ensuite. Le credit score, pour faire tout simple là quand même, c'est en fait une sorte de jauge qui va du rouge au vert pour noter chaque individu aux États-Unis selon s'il est un bon ou un mauvais payeur. Et, étrangement, avoir beaucoup de lignes de crédit et donc de cartes de crédit aurait tendance à faire monter le credit score dans une certaine mesure, mais utiliser beaucoup trop ces cartes de crédit sans les rembourser à temps aurait tendance à faire plutôt baisser le credit score. Mais si tu utilises tes cartes de crédit, tu récupères ici, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, des points, des dollars ou des points voyage, ce genre de choses. Donc en fait c'est très important de passer toutes les dépenses que tu as aux États-Unis sur des cartes de crédit pour récupérer ces fameux points. En fait on avait peur au début parce que l'un des facteurs qui font que le credit score va baisser, c'est le fait d'utiliser plus de 10% de sa ligne de crédit. Le problème c'est que la première carte de crédit qu'on nous a faite, vu qu'on n'avait pas de credit history, vu qu'on arrivait aux États-Unis pour la première fois, ils nous ont ouvert à chacun, Kevin comme moi, une ligne à seulement 1000 $. Alors on se disait, faut surtout pas qu'on utilise plus de 9-10% de ça par mois, sinon en fait ça va être un problème. Le problème c'est qu'en fait on utilisait ces fameux 10% et on les remboursait aussitôt. Moi je pensais vraiment à ce moment-là que j'avais donc épuisé les fameux 10% du mois et qu'il fallait que j'attende le mois d'après. Donc en fait en faisant ça, j'ai raté certains bonus d'ouverture de cette fameuse carte de crédit et surtout on a raté la possibilité de faire plein de points, notamment avec toutes les dépenses qu'on a eues au début quand on est arrivé, puisqu'on aurait pu tout simplement en fait même utiliser la totalité des 1000 $. Si tu l'as remboursé, à chaque fois que tu l'utilisais, tu l'as remboursé, bah ton statement, tu verras que tu as toujours tes 1000 $ disponibles sur ta carte et c'est le jour, un certain jour après ce fameux statement, que en fait le taux d'utilisation de ta carte de crédit sera reporté au fameux crédit de bureau pour avoir ton credit score. Et donc en fait tu peux utiliser tout ce que tu veux dans la mesure où tu rembourses toujours tout assez fréquemment. Donc je sais pas pourquoi j'ai interprété les choses comme ça au début, j'avais clairement rien compris. Entre temps beaucoup de choses se sont passées, je me suis adonnée à une passion pour la finance ici aux États-Unis qui fait que désormais je suis complètement sur le point sur tous ces sujets là. Et ça c'est une des plus grosses erreurs que je regrette aussi d'avoir faites parce que ça nous a fait quand même rater beaucoup de points qui représentent donc beaucoup d'argent. 10e erreur, c'est l'erreur de ne pas cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo pour m'aider à me propulser sur le devant de la scène YouTube afin que tout le monde puisse voir ma super chorégraphie, notamment celle de la danse des 1000 abonnés de la semaine dernière.
Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge. S'abonner juste là, si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye bye à tous.